Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Sabrina Onana ou encore Malamine Lamine Camara ou encore Abdoulaye Doucouré, mesdames et messieurs, ce sont nos talents du jour. Et oui, vous le savez, cette émission met en avant ces hommes, ces femmes qui, par leurs engagements, par leurs initiatives, eh bien, font briller l'Afrique et on insiste et le reste du monde. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Diaspora Africa, Sabrina Onana. On vous applaudit. Vous êtes réalisatrice et vous avez beaucoup de choses à nous dire. On accueille tout de suite Lamine. Je vous ai appelé Malamine, mais vous comprenez que c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Mon Lamine, Malamine. Okay. Bienvenue à vous. Vous êtes président de la CEFOM, donc la CEFOM, donc qui représente les élus franco-maliens de France. On est d'accord. Et à ma gauche, nous avons monsieur Abdoulaye Doucouré, donc un génie de l'intelligence artificielle. Il va nous parler de l'importance de l'intelligence artificielle et surtout comment ça peut changer nos vies. On veut changer de vie, monsieur Doucouré, et j'espère qu'on va réussir grâce à vous. Voilà, mesdames et messieurs, nos trois invités du jour. Il y a aussi Babadem, journaliste et bien sûr chroniqueur de cette émission. Babadem, vous qui nous parlez bien de ces personnalités qui ont soit créé quelque chose, qui ont innové, qui ont eu un impact important sur le continent africain, mais aussi sur le monde entier, n'est-ce pas, Baba? Oui, absolument. Et aujourd'hui, on va aller du côté du Cameroun. On va découvrir Anthony Sam qui veut placer des data centers un peu partout en Afrique pour l'indépendance numérique de l'Afrique. Primordial, mesdames et messieurs, nous sommes en 2025, il est temps, c'est très important, ne ratons pas le train. Allez, on poursuit cette émission, vous le savez, le programme, il est dense sur Diaspora Africa, Tour d'Afrique, et oui, nous allons sur le continent africain, mais aussi, nous allons aussi permettre à des personnes de pitcher leurs projets, et on va aussi jouer, oui, vous avez vu, il y a des buzzers, mais on en parle dans un instant. D'abord, avec les passeports à la main, on voyage, mesdames et messieurs. Vous le savez, cette émission a pour objectif de promouvoir les destinations africaines. C'est très important. Le monde est beau, le monde est vaste, mais l'Afrique, allez, on a un petit coup de cœur pour elle. C'est parti, destination, à votre avis, destination, la Sierra Leone. Oui, mesdames et messieurs, welcome to Africa. La Sierra Leone, c'est un pays dont on parle peu, mais qui a de nombreuses merveilles à nous offrir. Alors, qui a déjà été dans ce pays-là?
Ouais, bah oui, j'imagine bien. Personne pour l'instant. Ça sera peut-être le cadeau du jour, mesdames et messieurs. Vous avez vu, vous avez des buzzers. Hein, et des buzzers, voilà, nous, notre objectif, c'est un petit peu de promouvoir la culture générale. Mais voilà, c'est des petites questions assez sympathiques. 3 pays sont représentés ici sur le plateau. 3 pays ou 2 pays? Nous avons l'Italie et le Cameroun, voilà, avec Sabrina Onana. Nous avons le Mali, bien sûr, avec Lamine Camara, président de la CEFOM. Et nous avons Abdoulaye Doucouré, le Mali et la Guinée. Le Mali et la Guinée. Donc, effectivement, il y a au moins 4 pays représentés ici sur le plateau de Diasp Africa. Ah non, mais excusez-moi. Oui. Il y a une autre personne, effectivement, qui est Baba. Oui, Baba, excuse-moi. Tu n'es pas un meuble, nous, ni une télé. Oui, Baba, le Sénégal représenté. Donc, voilà, mesdames et messieurs, on va essayer de satisfaire tout le monde. Alors, est-ce que les buzzers fonctionnent bien? Parce qu'il y a quand même de gros enjeux. Sabrina? C'est bien, c'est important de vérifier parce que parfois, Baba enlève les piles. Il y a des gros cadeaux à gagner et on a déjà vu cela. Alors, petite question, on commence dans la joie et dans la bonne humeur, toujours, mesdames et messieurs. Question. Quel était le nom de la République démocratique avant qu'elle ne prenne son nom actuel en 1997? Zaïre. Non, il faut peser. Allez-y. Zaïre. Oui, exactement. Les Zaïre, on peut vous applaudir. Effectivement, après la chute de Mobutu en 1997, mesdames et messieurs, Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir et a souhaité effacer l'héritage de Mobutu, symbole de corruption et d'autoritarisme. Le nom République démocratique du Congo a donc été restauré pour revenir à l'appellation utilisé au moment de l'indépendance en 1960. Voilà les informations. Allez, on poursuit cette émission avec notre première invitée. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir Malamine. Lamine, oh mais pourquoi Malamine? C'est aussi Malamine souvent. À la maison, on m'appelle Malamine. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Ici, vous êtes à la maison, vous le savez, Diasp Africa, c'est à la maison. Donc Lamine Camara viendra ici nous rejoindre dans un instant, ainsi que Abdoulaye Doucouré, le génie de l'intelligence artificielle. Mais tout de suite, on accueille, et oui, bien sûr, la femme de ce plateau télé, oui, les femmes, les grandes femmes, toutes jeunes, mais énormément de choses à son actif. Elle s'appelle Sabrina Onana. À la barre, s'il vous plaît. Alors, bienvenue à vous, Sabrina Onana. Vous êtes réalisatrice, photographe et créatrice de mode autodidacte et indépendante. Sabrina Onana est une artiste, vous êtes jeune, vous êtes réalisatrice, comme je l'ai dit. Vous avez de documentaires, notamment du documentaire « Je suis noire, je suis belle » et « Les enfants de la diaspora ». Voilà les 2 réalisations que vous avez déjà à votre actif à peine 26 ans, je tiens à le dire. Oui, messieurs, ne soyez pas... Oui, elle n'a que 26 ans, cette jeune dame, cette grande réalisatrice. Et elle vient ici tout simplement nous parler de ses réalisations. Alors, on l'a dit, et je l'ai dit, hein, vous avez 2 réalisations qui ont déjà gagné pas mal de prix. Et ça, c'est important, cette reconnaissance internationale, que ce soit en Europe, que ce soit sur le continent américain, etc. etc. C'est important. Et il y a aussi le premier film que vous avez créé, le documentaire Crossing the Line. C'est ça? Crossing the Color Line, oui, à propos de l'expérience des enfants d'immigrés africains en Italie, que c'est le pays quand même où j'ai grandi, donc je tenais à commencer par là, oui. À commencer par là, donc voilà, 3 réalisations, j'en ai dit 2, il y en a 3, et oui, on peut encore plus rougir. 4. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Quelle est la 4e? Parce que, en fait, la première, c'est une série documentaire. Et donc, en 2 parties, donc ça a donné finalement 2 longs métrages de plus d'1 heure. Ensuite, il y a Je suis noire, je suis belle. Et ensuite, Les enfants de la diaspora. Donc, ça fait 4 films. Excusez-nous, nous qui sommes des trentenaires dépassés, on ne va même pas aller où. Voilà, mesdames et messieurs, vraiment bravo, chère Sabrina Onana. Donc, vous êtes sociologue de formation. Donc, ça, c'est important de le dire. C'est important, vous êtes sociologue de formation, vous êtes passionné par le cinéma documentaire et encore une fois, de nombreux prix ont été remportés. Alors moi, forcément, la première question que je vous pose, quand on regarde les thématiques abordées, sont souvent des thématiques en lien avec l'identité. Alors pourquoi? Je suppose qu'il y a un lien avec vous, tout simplement. Bien sûr, avec mon propre parcours. Donc moi, je suis la fille d'un père camerounais et d'une mère italienne. Donc j'ai grandi en Italie et j'ai grandi comme ça sans vraiment connaître
mon côté africain, mes origines camerounaises, du fait de la séparation de mes parents. Donc après, en grandissant, j'ai cherché à me réapproprier cette partie de mon identité. Et je pense que c'est quelque chose que même les enfants d'immigrés ayant 2 parents africains peuvent vivre, notamment quand ils grandissent à l'étranger, donc dans la diaspora. Enfin, quand je dis à l'étranger, c'est par rapport au pays d'origine de leurs parents. Et donc, c'est pour ça que j'ai tout simplement voulu explorer toutes ces thématiques-là, donc liées à l'afrodescendance, à l'identité afrodiasporique, en commençant par l'Italie. Et ensuite, étant donné que je suis arrivée en France à 16 ans, j'ai voulu aussi explorer les mêmes sujets, mais dans le contexte français. Exactement, c'est très important. Donc, forcément, quand vous dites cela, la question que je vous pose, c'est à qui s'adressent vos réalisations? Aux enfants de la diaspora, aux enfants métis, tout simplement aux Français, aux parents qui ont des enfants aussi franco-africains? À qui s'adressent vos réalisations? Alors en réalité, elles s'adressent à tout le monde, à toutes les personnes qui sont curieuses de mieux comprendre la construction identitaire des enfants d'immigrés africains, parce que je pense que c'est des thématiques qui sont autant importantes pour les parents qui sont immigrés, qui arrivent en France ou en tout cas en Europe et qui vont avoir des enfants qui grandissent dans ce contexte-là et parfois vont les éduquer dans une optique assimilationniste sans se rendre compte que le fait de ne pas transmettre la langue ou de ne pas transmettre la culture va avoir des conséquences sur le développement de ces enfants-là, dans le sens où, à un certain âge, en général, du fait d'être aussi confronté au racisme ou à certains types de discrimination, on va finalement se poser la question de qui nous sommes. On va nous renvoyer à notre pays d'origine, à une couleur de peau qui est différente. Et de ce fait, il faut que les parents anticipent du mieux qu'ils peuvent tout ce qui va aider en termes, je parle de transmission, donc d'outils qu'il faut donner et transmettre aux enfants pour qu'ils puissent se construire de manière apaisée, équilibrée avec leur double culture. Finalement, c'est ça qu'ils vont avoir. Mais en même temps, je pense que toutes ces questions sont aussi d'actualité et concernent les sociétés d'accueil de ces populations qui arrivent et avec lesquelles il y a une histoire quand même qui est très importante à connaître, même si elle est tragique. Mais voilà, donc je pense que ça peut parler à tout le monde. Évidemment, ça nous parle à nous, enfants de la diaspora, qui sommes directement représentés à l'écran et dont les récits sont mis en avant. Bien sûr, très important. Alors moi, j'aime bien revenir sur donc les protagonistes, notamment les auteurs, les réalisateurs, qui font des œuvres. Alors, vous, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu quelque chose qui vous a dit non, il faut vraiment que j'aborde ce sujet-là, cette thématique-là, elle est très importante? Oui, alors je vais répondre en ajoutant en même temps quelque chose par rapport à la question qui m'a été posée précédemment. Je pense que ce qui est très important et que parfois les parents n'anticipent pas, surtout dans le contexte des séparations et de couples mixtes, je précise, c'est que lorsque l'enfant va avoir 2 origines et qu'il ne grandit qu'avec une partie de la culture de ses parents, forcément, à un moment donné, il va ressentir un manque. Il va ressentir un décalage par rapport à la manière dont il est perçu, dont lui-même il se sent, et finalement, ce qui lui a été transmis. Et en fait, il faut savoir qu'en Italie, il y a le droit du sang. Il n'y a pas, comme en France, le droit du sol tempéré. Et de ce fait, donc, la construction identitaire des enfants d'immigrés africains est d'autant plus complexe qu'ils vont être confrontés au fait d'être perçus comme des étrangers, mais de l'être aussi du point de vue légal jusqu'à la majorité. Donc, il y a énormément de critères qui font que l'accès à la nationalité est rendu compliqué, tout simplement. La problématique qui se pose quand on est afrodescendant, c'est le fait que notre différence phénotypique va faire qu'on incarne, on va toujours Bien sûr, ça incarner, se voit, les gens le voient. voilà, forcément... on va incarner l'étranger dans la société dans laquelle on évolue. Et donc, l'Italie, il faut savoir que on retrouve un type de racisme qui est vraiment très frontal, donc un racisme qui va être très cru. Et de ce fait, on va, oui, se demander un petit peu... qui est-ce qu'on est, parce qu'on se sent italien, finalement, on a un titre de séjour. Alors ça, c'est pas une expérience que moi j'ai vécue, ayant une mère italienne, et c'est pour ça aussi que j'ai tenu à faire un documentaire sur cette question-là, parce que
je me suis dit, c'est vraiment injuste. Moi, je suis issue d'un couple mixte et donc j'ai la nationalité italienne, mais il y en a plein d'autres qui sont autant italiens que moi du point de vue culturel, en fait. Bien sûr. Et qui, du fait d'avoir les deux parents qui sont immigrés, qui n'ont pas été naturalisés. Exactement. Voilà, exactement. Et pour le coup, vous avez fait pas mal de projections de vos différentes réalisations, donc en Europe, aux États-Unis, etc. Est-ce qu'il y a eu des projections sur le continent africain? Bien sûr. Alors, plutôt pour Je suis noire, je suis belle. Ce film-là, donc, qui traite de l'expérience des femmes noires en France, les femmes dans leur C'est important de le dire, il y a une véritable... C'est une étude sociologique, oui, hein. C'est pas juste un documentaire ou un film qu'on fait, on se lève comme ça. Non, il y a une véritable étude derrière. Et donc, il y a eu en tout cas des projections qui étaient organisées aussi en Afrique. Il y en a eu une très récemment, une sélection dans le cadre du Luanda PAF, donc le festival panafricain de Luanda. J'ai eu d'ailleurs la chance du coup de visiter l'Angola, un magnifique pays. Et donc, le film a été projeté dans plusieurs cinémas. Pour le coup, quelles sont les réactions? Qu'est-ce qu'on vous dit quand on regarde ce film-là, que ce soit sur le continent africain ou ici en Europe? Eh bien, en tout cas, les femmes se sentent représentées à l'écran. Elles ont le sentiment que leurs histoires, leurs parcours de vie sont mis en avant, que les problématiques aussi auxquelles elles sont confrontées sont abordées avec authenticité, avec profondeur. Donc, c'est toujours un plaisir de voir qu'en tout cas, les réalisations qu'on a ont une résonance, on rentre en résonance avec l'expérience des personnes qu'on cherche à mettre en avant et à valoriser à l'écran. Donc, en tout cas, j'étais aussi très contente de pouvoir rencontrer un public africain parce que effectivement c'est important et c'est quelque chose aussi qui parfois surprend. L'expérience des enfants de la diaspora parfois surprend nos aînés parce que eux, quand ils arrivent par exemple ici à 20 ans, 30 ans, leur identité est déjà faite, elle est déjà construite, exactement. Et donc ils sont parfois surpris de tout ce côté laborieux, parfois pénible, difficile, qui fait partie en fait intégrante de la construction identitaire des enfants d'immigrés. Cette volonté d'intégration, entre guillemets, c'est-à-dire cette recherche permanente de dire on est aussi de là. Et ça, c'est ce qui peut différer de ceux qui sont nés au pays et qui arrivent à un certain âge. On est d'accord sur ce point. Alors, on a parlé de Je suis noire et je suis belle, mais il y a aussi les enfants de la diaspora, pour le coup. Allez, on continue. Les enfants de la diaspora, quelles sont les thématiques que vous abordez et pourquoi donc, ce documentaire? Donc, les enfants de la diaspora, ça s'inscrit dans le prolongement, la continuité du travail filmique que j'ai effectué déjà avant avec les autres films documentaires. Celui-là, c'est un court-métrage qui est plutôt un docu-fiction. Donc, j'ai écrit un monologue et on suit tout simplement à travers ce monologue l'expérience d'un enfant d'immigré africain qui se construit dans un contexte donc, européen. Et là, donc, on a en même temps des références historiques, comme par exemple le massacre de Tchernoï, parce que quand on parle de construction identitaire, on parle aussi de rapport à la mémoire. Et je pensais qu'en tout cas, c'était quelque chose d'important à aborder. En tant qu'enfant de la diaspora, on se retrouve aussi pris dans un tiraillement qui est dû au fait que les deux continents avec lesquels on doit se construire ont eu une rencontre qui est traumatique. Et donc nous, comment est-ce qu'on se réconcilie avec toute cette mémoire-là? Comment est-ce qu'on se construit avec cette double culture qui peut entrer parfois en collision sur certains points? Frontal, tout à fait. Et en même temps, de part et d'autre, on peut nous demander de prendre position. Et donc, comment est-ce qu'on va prendre position? C'est par rapport à l'identité qu'on va se réapproprier, c'est par rapport aux valeurs qu'on va porter et c'est par rapport à ce qu'on va affirmer sur le plan individuel, mais aussi en tant que collectif, donc justement en tant qu'enfant de la diaspora. En tout cas, c'est très intéressant. On vous écoute vraiment. On a envie même de regarder donc, ce docu-fiction. Où est-ce qu'on peut retrouver tout cela? Comment on fait pour pouvoir regarder les œuvres de Sabrina Onana? Alors, pour l'instant, on organise des projections de débats au cinéma Saint-André-des-Arts, donc ponctuellement. Il faut nous suivre sur les réseaux sociaux pour donc on suit Sabrina Onana, c'est ça? Sabrina Onana Photographie sur Instagram. Je suis noire, je suis belle aussi sur Instagram. Et les enfants de la diaspora aussi sur Instagram. Voilà, on a des pages pour chaque film. Et puis, alors il faut savoir que ce sont des films autoproduits, indépendants, autofinancés. Et donc, ce sont des circuits, enfin, c'est de la distribution indépendante. Bien sûr.
En tout cas, à votre niveau, vous avez fait de grandes choses et ce n'est que le début. Merci. Ce n'est que le début, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, on ne peut que dire ça pour Sabrina Onana. Donc je suppose qu'il y a d'autres projets qui vont arriver, on en parlera dans un instant. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est même pas un plaisir, c'est une fierté de vous avoir sur le plateau. Je pense que vous nous comprenez en tant que sociologue et vous avez essayé de mettre ça en image pour que le plus grand nombre de personnes puissent comprendre nos réalités. Exactement. Et bravo encore une fois. Merci. Je vous en prie, Sabrina Onana, je vous applaudis encore une fois. Bravo. Jeune dame avec un parcours voilà, excellent. Donc rapidement, Monsieur Lamine Camara, que pensez-vous de Sabrina Onana? Non mais c'est extraordinaire. Ce qu'elle porte et ce qu'elle véhicule comme valeur est une source d'inspiration pour tous les jeunes qui sont ici, qui viennent des parents, qui viennent d'ailleurs. C'est une source d'inspiration pour eux, pour elles, et une réponse à leur interrogation légitime. Exactement, c'est vraiment l'objectif qu'elle essaie de mettre en place, Sabrina Onana. Allez, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission avec vous, Baba Deme. Alors oui, ils font l'Afrique et le monde aujourd'hui. L'objectif, c'est de mettre en avant donc, des personnalités qu'on doit absolument connaître. Et là, c'est destination, le Cameroun. Allez, on t'écoute. Oui, alors aujourd'hui, nous allons mettre en avant Anthony Sam. Sam, qui est un entrepreneur qui est dans le paysage numérique et donc qui a pour ambition de mettre en place des data centers un peu partout en Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est tout son parcours cohérent pour en arriver à ça. Donc le parcours est déjà impressionnant. Il a débuté sa carrière chez IBM Global Service France avant de retourner au Cameroun. Il a participé à l'ouverture des filiales locales de Microsoft et SAP pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, et c'est ainsi qu'il a acquis une expérience dans le secteur technologique. En 2017, il va fonder ST Digital, une entreprise spécialisée dans les services cloud et le conseil en transformation digitale. C'est juste pour dire que c'est le pionnier du cloud africain. Donc ST Digital est devenu le premier opérateur neutre et indépendant d'un data center tier 3. Il a pour ambition donc de projeter et de construire 3 autres data centers, une au Gabon, une en Côte d'Ivoire et une autre au Togo. Et donc cette expansion témoigne de sa vision d'une infrastructure numérique robuste pour l'Afrique. Et il a créé aussi ce qu'on appelle le Cloud Store Africa, une innovation majeure. C'est le premier Cloud Store africain d'une plateforme de cloud 100% panafricaine. Donc au niveau du cloud, cette initiative pour lui répond aux objectifs de la souveraineté numérique de la région et offre aux entreprises africaines des solutions adaptées à leurs besoins. Donc Anthony Sam considère que le cloud est devenu une ressource aussi essentielle que l'électricité. Donc pour les entreprises, son entreprise donc, a connu une expansion importante. Et donc, je voulais le mettre en avant parce qu'il continue et il veut faire vraiment de la souveraineté numérique la base du développement en Afrique. Donc, il y va sur 4 projets dans les 3 pays cités. On espère qu'il va continuer son expansion au-delà même de l'Afrique. En tout cas, à soutenir absolument, c'est voilà. Très important et il a raison. On a besoin de personnes comme ça qui voient grand, qui voient juste aussi, c'est très important. Forcément, ça vous parle, Abdoulaye Doucouré? Complètement. Le cloud, c'est un sujet très important parce que c'est le premier pas et la première étape vers tout un ensemble de solutions en fait, dont on a besoin. C'est quoi exactement le cloud, quand on dit le cloud? Alors, le cloud, qu'on va traduire littéralement par le nuage, en fait, c'est un ensemble de services qui permettent de proposer des solutions informatiques sans que ces solutions ne soient hébergées dans nos propres data centers. Donc, on va utiliser des data centers comme celui que propose cet entrepreneur et lui va s'occuper de toute la complexité qu'on n'aura pas, nous, à gérer. Très bien. C'est fluide, hein, il a bien expliqué ça. Hein.
Merci beaucoup, Abdoulaye Doucouré. Merci beaucoup, Baba Deme. On aime mettre en avant donc, ces gens qui font vraiment les choses pour le continent africain. On poursuit avec notre tour d'Afrique, mesdames et messieurs, et on continue avec le Cameroun. Et bien, dis donc, les Cameroun, vous avez un lobby très important sur Diaspora Africa. Nous sommes le continent. Voilà. Non, mais un Camerounais ne peut pas venir sur le plateau de Diaspora Africa sans parler de nous sommes le continent, nous sommes le continent. Pour l'instant, vous n'avez pas gagné la CAN. C'est vrai, parce qu'il manque l'humilité. Voilà, c'est ça. Donc on espère qu'en 2026, vous allez avoir cette humilité-là. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit avec ce tour d'Afrique. Allons à la rencontre d'un styliste camerounais, Skyday, qui, avec son projet appelé Save Ndoti, fait de la mode upcycling à travers des festivals auxquels il est invité. Très important, l'écologie, oui. Allez, on regarde et puis on revient. Styliste d'origine camerounaise, Skyday a décidé de mettre en avant le recyclage dans son art à travers Save Ndoti, un projet qu'il transporte dans tous les événements auxquels il participe. Et je m'appelle Skyday. Ici, on est dans un univers de création, on est dans un univers des ateliers tenu par moi, Skyday, et mon proche collaborateur, Hancut Cameroun. L'atelier, déjà, nous avons constaté déjà que l'industrie de la mode pollue énormément, et aussi en tant qu'activiste et créateur upcycling, nous avons pensé à travailler sur un programme appelé le Save Ndoti, qui consiste à sensibiliser la population et à demander à toute la population de ne plus polluer l'environnement, de ne plus brûler les vieux vêtements. Nous avons lancé un appel à dons ici dans la communauté et ici à Douala, et nous avons reçu près de 600 vêtements. Et maintenant, ces vêtements seront redistribués dans les petits villages. Ces vêtements seront redistribués dans la communauté et aussi sur le festival. Là, sur le festival, nous sommes en train de redesigner ces vêtements, de leur redonner vie et avant de les redistribuer dans le festival. Et on va aussi aller sur le festival Ngwon, redistribuer aussi les vêtements dans le festival Ngwon. Nous faisons aussi des babouches avec des matériaux recyclés. Nous faisons aussi des accessoires de mode et tout ça. Et aussi, on va présenter un défilé. Et nous pensons qu'avec cette démarche de Save Ndoti, nous allons remédier à ce problème de pollution environnementale venant de l'industrie du textile. On ne s'attendait vraiment pas à un tel rendu, parce que quand nous avons créé le visuel, nous avons apprécié la direction de Greengrass, qui est le DOMAF. Nous avons demandé de collaborer avec nous et aussi avec le Ngwon. Ils ont apprécié le projet, ils ont décidé de nous accompagner. Nous avons fait le flyers et nous avons partagé. Nous avons reçu des appels de plein de personnes qui nous demandent de venir dans tel quartier récupérer les tenues, dans tel quartier récupérer les tenues. Nous sommes allés, nous avons récupéré beaucoup de choses, des sacs, des habits, des chaussures et tout. Et les chapeaux. Nous avons renettoyé tous ces vêtements et nous avons parqué ça dans des cartons ici sur le festival. Et aujourd'hui, nous avons l'atelier justement de mode où nous allons retransformer tous ces vêtements et avant de les repartager dans la rue. Et maintenant, ce projet aussi est communautaire parce que nous travaillons aussi avec des artistes visuels qui nous accompagnent sur le projet, parce que nous, à la découpe des vêtements, eux, ils sont en train aussi de taguer, de personnaliser ces vêtements. Adepte du upcycling, mouvement qui prône la valorisation des produits usagés en leur donnant une nouvelle vie plus qualitative, l'artiste veut amener la mode africaine à un haut niveau de conscience créative, mais également écologique. Bravo pour cette belle initiative, on a besoin de ça. C'est vrai que le continent africain est le moins pollueur au monde, hein. C'est seulement 3% concernant la pollution, mais malheureusement elle subit les conséquences de plein fouet de la pollution mondiale. Donc c'est bien ce genre d'initiative, oui, le upcycling, le recyclage, c'est très important et je pense qu'on valide tous, hein.
Non? Je suis d'accord. D'ailleurs, moi, j'ai une marque de vêtements qui s'appelle Vêtu d'Art. Et pareil, on essaye de recycler pour nos fabrications et puis aussi de s'inscrire dans la slow fashion, donc le fait d'éviter de surproduire et de ne produire qu'à la demande. Comme ça, on évite le gaspillage. Donc, j'encourage totalement ce genre d'initiative. On en a besoin partout dans le monde. Donc, il tombe à pic pour le coup, finalement. Il y a le lien. On voit que les Camerounais sont toujours liés. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, on soutient totalement donc, cette belle initiative. Et là, je vais demander à notre deuxième invité de venir me rejoindre à la barre, mesdames et messieurs. Oui, on vous l'a dit, on essaie de mettre en avant ces talents, ces personnes qui portent des beaux projets, des beaux engagements. Et dans un instant, donc, on va avoir un pitcher, on va avoir aussi donc, un autre invité. Il y a encore plein de choses à suivre dans cette émission, mesdames et messieurs. Alors tout de suite, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, comme il se doit, Lamine Camara, président de la CEFOM. Lamine Camara, bienvenue à vous. Vous êtes président de la CEFOM. Vous représentez les élus franco-maliens. Donc, je vais vous laisser présenter donc, ce qu'est la CEFOM afin que la Guinée, le Mali ainsi que le Cameroun puissent comprendre en quoi ça consiste en tant qu'élu franco-malien. D'accord. La CEFOM, c'est la coordination des élus français d'origine malienne, une coordination qui a été créée en 2006. Dont l'objectif est simple, c'est renforcer les liens entre nos deux pays, travailler sur les questions de la paix, les questions de la solidarité, partage d'expériences ici et là-bas. C'est notre rôle d'élu. Voilà, un tout petit peu. Nous sommes une quarantaine d'élus au sein de la coordination des élus français d'origine malienne, mais une soixantaine ici en Île-de-France. D'accord. Et concrètement, vous vous réunissez, donc, ok, je suis élu de telle ville, à tel poste, vous vous réunissez. Et quelles sont exactement les missions, les objectifs? C'est-à-dire, oui, il faut renforcer donc, le travail, renforcer les liens entre le Mali et la France, mais est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous mettez sur place qui vont permettre ce renforcement des liens finalement? Bien sûr, le 25 et le 26 novembre dernier, nous avons organisé un forum international sur la résilience climatique au Sahel, à Caille. Et le rôle de ce forum était simple. La région de Caille, le 3 avril, a battu la température mondiale de chaleur, 53 degrés Celsius. Moi, je suis né dans cette région. La région de Caille aussi regorge ici dans la diaspora. La majorité de la diaspora malienne en France vient de cette région. Donc, nous nous sommes dit qu'il faut faire quelque chose. 53 degrés Celsius, quand on va sur la question du changement climatique, ça peut devenir irréversible en fait. Donc, la question qui se pose, c'est l'adaptabilité au changement climatique. Et quand nous revenons un peu en arrière, les premiers migrants, pour ne pas dire la première génération, est arrivée massivement à partir des années 70. Et l'année 70 correspondait à la grande sécheresse au Sahel. Ce qui fait que la première génération, le travail de la première génération, les premiers projets réalisés par la première génération étaient de deux ordres. Un, c'était la question de l'adduction d'eau. Deux, c'était la question de la banque alimentaire. Il soit une réponse par rapport à cette grande sécheresse qui a atteint pratiquement tout le Sahel, même si effectivement quelqu'un qui vient de la région de Caille, notamment un Soninké, comme un Irlandais, le voyager, ça fait partie de l'initiation. Mais j'avoue que de plus en plus, vous voyez, la question climatique date de longtemps et aujourd'hui, ça se traduit à travers ce qui s'est passé. Donc, nous nous sommes retrouvés à Caille avec un ensemble d'acteurs, d'experts, notamment le vice-président du GIEC, l'Observatoire Sahel-Sahara, et puis la diaspora, notamment la CADERCAF, l'ensemble des associations qui composent la CADERCAF, pour se retrouver 2 jours de débat, d'échange, de réflexion, avec effectivement une déclaration, des résolutions. Et nous sommes là pour suivre ces résolutions. Chaque année, on va se retrouver à Caille, notamment. Ça s'appelle désormais le Forum de Caille. Chaque année, on va se retrouver pour faire le point des actions qui ont été entreprises, ce qui reste à faire et explorer ensemble des différentes solutions pour pouvoir répondre à cela. Et une restitution est prévue ici en France, en Europe.
On aura une restitution entre le 15 février et la fin du mois de février, ici en France, en Italie, en Allemagne, en Belgique, pour rencontrer la diaspora, discuter avec la diaspora, parce que, n'oublions pas, la diaspora reste encore le premier acteur de développement du Mali. Africain, exactement. Voilà. Alors, donc là, on a parlé de vous en tant que président de la CEFOM, donc les élus franco-maliens. Donc, est-ce que vous jouez aussi ce rôle de représentation des Maliens ici en France? C'est-à-dire que c'est un peu étrange, c'est vraiment une question que je pose, parce que vous êtes élu français, donc vous représentez la France dans son intégralité, mais est-ce qu'il y a ce côté aussi, on est aussi malien et vous le revendiquez, et ça se voit dans les actions que vous menez, dans les décisions éventuellement que vous prenez, dans les actions que vous promouvez même. Mais je pense que c'est une chance pour la France, une chance pour le Mali, d'avoir des acteurs qui ont cette double culture, qui ont cette expérience ici et là-bas pour faire avancer notre monde. Mais j'ai envie de vous dire que nous sommes des élus locaux. Et qui dit élus locaux, c'est le porte-parole de la population locale. Nous sommes sur des territoires fortement métissés. Donc, du coup, de fait, nous nous retrouvons comme porte-parole, effectivement, de cette population locale à qui nous remontons, à qui de droit, toutes ces revendications, toutes ces attentes par rapport à ce qui peut être le lien entre tel pays et aussi améliorer leur quotidien. Et d'autres disent que les élus locaux sont à portée de baffe de la population locale. Voilà. Mais voilà, effectivement, donc c'est très important ce que vous dites. Vous êtes proche du peuple, de tout type de peuple, c'est-à-dire que ceux qui composent la France. Alors, c'est vrai que les relations entre la France et le Mali, il y a eu pas mal d'épisodes. Vous, en tant que franco-malien, il n'y a pas eu, peut-être eu cette difficulté de se positionner, en tout cas d'être entre les deux. Est-ce que c'est votre rôle d'être plutôt observateur et de tisser plutôt les liens, de ne pas prendre position, de plutôt au contraire chercher à faire en sorte que les autorités d'un pays et de l'autre puissent se rencontrer, puissent éventuellement travailler ensemble? C'est quoi la position de ces élus-là qui sont entre les deux et qui se disent tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement ramener vraiment ce vivre ensemble, entre guillemets? Notre rôle est simple, c'est de remonter ce que nos populations locales dans nos différents territoires remontent en fait. Vous êtes juste des représentants, des porte-paroles. Nous sommes des porte-paroles en réalité. C'est-à-dire que nous disons et à la France et au Mali ce qu'on reproche des uns et des autres. Notre rôle, c'est un peu ça. Parce qu'en tant qu'élu local, on est proche de la population locale, comme vous venez de dire. Nous sommes le porte-parole de la population locale, on reste à ce niveau. Donc l'idée, c'est d'interpeller les autorités par rapport à tout ce qu'on constate et tout ce qu'on a comme remontée d'informations pour pouvoir échanger les choses, pour pouvoir évoluer, réactualiser les relations entre la France et le Mali, comme entre la France et l'Afrique, afin qu'on puisse parvenir à des relations apaisées qui respectent et qui va dans l'intérêt général des aspirations des peuples. C'est très clair. Merci beaucoup, monsieur Lamine Camara. Merci. Alors, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je pense que vous avez inspiré pas mal de communautés. Alors, je vous laisse vous asseoir. On peut encore une fois vous applaudir. Le message est très clair. Voilà le rôle de la diaspora, là aussi ce rôle-là, ce rôle de lien entre les continents, ce rôle de lien entre les humains, tout simplement, sans parler, sans distinction ou autre. Allez, mesdames et messieurs, on continue cette émission. J'espère que vous allez bien. Dans un instant, nous allons accueillir ici, à la barre, notre cher Abdoulaye Doucouré, donc un génie de l'intelligence artificielle. Et oui, en plus, il a créé des outils pour vous faciliter la vie en tant qu'entrepreneur. Restez là. L'intelligence artificielle, c'est un outil, en tout cas c'est une intelligence qu'il faut absolument exploiter, notamment pour le continent africain, et on ne va pas louper ce coche-là, mesdames et messieurs. Mais tout de suite, place à l'agenda des diasporas. Vous le savez, chaque semaine, on essaye de promouvoir des événements qui ont lieu autour de vous, un peu plus loin. Allez, c'est parti, l'agenda des diasporas offert par Orange Money Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe.
l'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. Merci beaucoup. N'hésitez pas encore une fois à nous envoyer vos flyers. On va les diffuser ici. Cette émission, c'est encore une fois la vôtre. On va faire une petite pause rapidement, mesdames et messieurs, et on revient. Ne bougez surtout pas. Voilà, on a quelques questions à poser à nos invités. On revient, ne bougez pas. Allez, c'est parti. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Monnaie Europe. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous de retour sur le plateau de Diaspora Africa. Deuxième partie avec nos invités. Nous avons Sabrina Onana, réalisatrice. Et oui, grande réalisatrice qui a certainement plein de projets encore en tout cas à découvrir. Elle n'a que 26 ans et déjà 4 réalisations à son actif. Et ce n'est que le début. Je suis sûre qu'il y a un long métrage qui va arriver, qui va sortir à Hollywood, au moins. Non, ici on voit grand, Sabrina. N'est-ce pas? C'est pas le cas? Alors, il y a plusieurs longs métrages qui arrivent, mais pour Hollywood, je n'avais pas prévu. D'accord, mais en tout cas, il y a plusieurs longs métrages qui arrivent, oui. Toujours en lien avec cette double culturalité, la diaspora. Peut-être oui pas, on tease. Certains oui, certains non. Très bien. En plus, pas qu'un seul. Elle est jeune, 26 ans, et elle a déjà plein de projets comme ça. En tout cas, voilà un talent à suivre absolument. Elle s'appelle Sabrina Onana. Retenez bien ce nom-là. On l'a reçu sur Diaspora Africa, vous allez voir. Vous allez voir. On continue avec Lamine Camara. Lamine Camara, président de la CEFOM, une organisation qui tout simplement réunit les élus franco-maliens. Ils œuvrent pour tout simplement représenter donc aussi bien la France d'abord, bien sûr, et mettre en place des relations apaisées avec leur pays d'origine, à savoir le Mali, et tout type de relations économiques, sociales, etc., etc. Et c'est très important. Voilà même l'essence même de Diaspora Africa, faire le lien entre le continent africain et bien sûr l'Occident, et notamment l'Europe et la France, grâce à des personnes comme vous, Lamine Camara, encore une fois. Merci et bravo. Et dans un instant, nous allons accueillir notre monsieur. Moi, je le mets à la fin. Pourquoi? Parce que je sais que ce que vous allez entendre là, non, vous allez être séduit. Parce qu'il a des solutions, mesdames et messieurs, qui peuvent changer le cours de votre vie si vous êtes entrepreneur ou tout simplement, même pour le continent africain. L'intelligence artificielle, on a tous vu, on a vu un petit bout. Déjà, ça a changé notre vie, n'est-ce pas? On sait, on sait. Et donc, alors, si on arrive à exploiter l'intelligence artificielle dans son ensemble, eh bien, je m'imagine même pas ce qu'on peut faire. Et donc, lui, il va nous en parler dans un instant. Et Babadem est avec nous. Alors, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir, Abdoulaye Doucouré, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On a hâte de vous écouter. Alors, mesdames et messieurs, alors, petite question rapidement. Le quiz, les buzzers fonctionnent? Oui. Culture générale, c'est très important. On continue, mesdames et messieurs. Alors, rapidement, quel a été le plus grand royaume du Bénin, mesdames et messieurs? Le plus grand royaume du Bénin? Dahomey. Le royaume de Dahomey, effectivement, monsieur Lamine Camara, c'était le plus grand et le plus puissant royaume du Bénin, fondé au XIIe siècle avec Abomey comme capitale. Bravo. Avec les Amazones. Bien sûr, avec les Amazones. Ouais. Allez, on continue, mesdames et messieurs, avec un pitch. Vous le savez, dans cette émission, on essaie de faire venir donc des entrepreneurs, des talents qui viennent à vous pour pitcher leurs projets, éventuellement trouver des partenaires, ou alors ils nous envoient des vidéos et nous, on essaie de promouvoir cela. Et aujourd'hui, eh bien, c'est destination la Côte d'Ivoire. Et oui, il s'avère qu'une personnalité de la diaspora, membre de RIPAT Africa, donc cette grande association, l'une des plus grandes associations qui accompagne la diaspora africaine sur le continent africain. Et lui, monsieur, a créé donc un parc aquatique à Abidjan. Bravo. Allez, on regarde et puis on revient. Je suis heureux de vous présenter l'ouverture de notre parc aquatique, Splash Park André de Oscar. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a une aire de jeu avec 2 bassins, un bassin pour les enfants et un bassin pour les adultes. Pour nous, c'est une grande réussite et une grande fierté d'avoir réussi à réaliser ce type d'activité en si peu de temps. Il y a à peu près 1 an, j'ai tout quitté en France pour venir réaliser certains projets, notamment celui-là. Et 1 an après, c'est vraiment magique. C'est pas facile. On a eu des hauts et des bas durant cette année. On a rencontré pas mal
vous péripéties, mais c'est normal. Quand on est dans une activité innovante, voilà, on est confronté à des obstacles. Et s'il est bien qu'on applique, on a la capacité de surmonter des obstacles. On emploie près de 50 personnes. C'est un impact social. Et c'est aussi la raison pour laquelle on voulait venir ici. On voulait avoir un impact. Voilà, de se dire que potentiellement, il y a 50 familles qui vivent aujourd'hui grâce à ce qu'on a réalisé. C'est un bonheur indescriptible pour nous. On a prévu de faire des cours de natation, de sensibilisation avec les écoles. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on va pouvoir vraiment valoriser le parc et l'activité à travers toutes les actions qu'on va mener tout au long de l'année. Ensuite, je vous dirai dans quelques temps l'impact financier. En tout cas, avec le démarrage qu'il vient de faire, ça démarre vraiment très très bien. Moi, en tant que RIPAT, j'incite vraiment à venir concrétiser vos projets. C'est réalisable. Et c'est réalisable pas seulement pour moi, pas seulement pour d'autres, mais pour vous aussi. Mais il faut se donner la peine de faire le pas. Aujourd'hui, avec RIPAT, on est capable de vous accompagner à différents niveaux, que ce soit sur l'accompagnement de recherche de terrain, de recherche de locaux, au niveau de recherche de structures qui pourraient vous accompagner. Aujourd'hui, avec RIPAT, on est capable de le faire. Cette réalisation, j'ai pas beaucoup réfléchi. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est décidé rapidement de venir ici et je suis venu. Voilà. Alors, ne vous posez pas trop de questions, il faut être dans l'action, il faut agir. Il faut essayer de concrétiser. C'est pas facile, mais RIPAT est là à vos côtés pour essayer de vous apporter des solutions. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt, rejoignez-nous. On va vraiment vivre des moments exceptionnels. Bravo, bravo, bravo. Il faut oser prendre ses bagages et aller investir sur le continent africain. Finalement, ça fonctionne. La preuve, on a vu en image un magnifique parc aquatique. Merci à RIPAT Africa, donc encore une fois, une grosse organisation qui est très structurée, qui accompagne donc les membres de la diaspora à aller s'installer, soit financièrement, soit physiquement sur le continent africain. Et oui, comme on dit, quand on est bien accompagné, eh bien ça fonctionne, n'est-ce pas, Malami Lamine Camara? Bien sûr, c'est extraordinaire, effectivement, et à promouvoir. Allez, mesdames et messieurs, le moment est arrivé d'accueillir. Oui, je sais qu'elle veut devenir riche, notre chère Sabrina Onana. Moi? Oui. Non, même pas. D'accord. En tout cas, ça ne fait pas partie de mes aspirations. Ça ne faisait pas partie de vos aspirations, Sabrina. Dans un instant, grâce à Abdoulaye Doucouré, ça va l'être. Mesdames et messieurs, on accueille tout de suite Abdoulaye Doucouré à la barre, s'il vous plaît. Bienvenue à vous, Abdoulaye Doucouré. Donc, vous êtes data scientist. Vous permettez l'accélération des entreprises grâce à des assistants intuitifs, on insiste dessus, qui permettent aux équipes d'obtenir des résultats de niveau expert sans effort supplémentaire. En gros, vous pouvez changer la vie des entrepreneurs. Bienvenue à vous et changer notre vie. C'est la chose que j'ai envie de dire. Parce que oui, entreprendre, c'est compliqué. Alors si vous pouvez ramener, vous pouvez faciliter l'entrepreneuriat et surtout avoir des résultats concrets, eh bien, on vous écoute. Alors, déjà, on va commencer par parler de votre livre, donc les relations investisseurs assistées par l'IA. Alors, de quoi parlez-vous dans ce livre? Merci beaucoup de me recevoir. Et comme le nom l'indique, les relations investisseurs assistées par l'IA, en fait, c'est voir comment est-ce que l'intelligence artificielle et les solutions, les nouvelles technologies, tous ces nouveaux outils peuvent nous aider à atteindre nos objectifs plus rapidement et plus facilement, plus efficacement. Concrètement, c'est-à-dire? Concrètement, on a vu tout à l'heure l'exemple d'un RIPAT qui investit dans son parc aquatique et qui donne rendez-vous pour venir se renseigner un petit peu plus tard sur les impacts financiers. C'est-à-dire qu'au-delà du pitch, ces investisseurs vont revenir poser des questions. L'entrepreneur, il n'a pas forcément tout le temps de répondre à toutes ces questions-là parce qu'il est occupé à gérer son entreprise. Donc aujourd'hui, il existe des solutions d'intelligence artificielle qui, lorsqu'un investisseur vient et pose des questions sur les finances de ce parc aquatique, l'intelligence artificielle peut déjà donner les premières réponses.
Ça, c'est un exemple de relation investisseur assistée par l'IA. Donc, et tout ça, c'est dans ce livre-là, quoi. Parce que le livre, il est très, très gros. Hein. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, finalement, qu'est-ce que vous dites dans ce livre-là? Qui est la cible pour ce livre-là? Alors, qu'est-ce que j'en dis? Déjà, il est en 4 parties. Une première partie explique qu'est-ce que c'est que ces relations investisseurs et dans quel contexte est-ce que ça se situe. Parce qu'avant de parler d'intelligence artificielle, on parle déjà de solutions pour des entreprises. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise saine et qu'est-ce que c'est que le financement de toutes ces entreprises-là, dans une première partie. Et ensuite, on a les 3 autres parties qui vont introduire l'intelligence artificielle, qui vont parler des opportunités de l'intelligence artificielle pour l'entreprise. Et enfin, la partie technique qui va expliquer comment est-ce qu'on met en œuvre ces solutions. Et par rapport à la cible, je pense que la cible, c'est entre autres celle que Sabrina met en avant dans ses documentaires. Si vous regardez sur la couverture, ce n'est pas un hasard si jamais cette personne est une personne noire. Parce que ce sont les personnes qui ne doivent pas être exclues de ces sujets-là. Ce n'est pas un hasard si jamais c'est une femme. Les femmes, aujourd'hui, par exemple, qui sont sous-représentées dans les domaines des technologies, de l'intelligence artificielle, etc., ne doivent pas s'exclure de ces questions-là. Ce n'est pas un hasard si elles portent ses cheveux au naturel. Parce que dans ma génération, lorsque on grandissait, on nous disait que ce n'était pas professionnel, etc. Et donc, nous-mêmes, par nos représentations que l'on se fait, membres de la diaspora, on s'exclut de toutes ces questions-là. Et en fait, c'est toutes ces personnes que j'essaie, moi, d'inclure dans ces conversations. Exactement. Alors, pour le coup, vous avez de la chance, vous avez une audience importante qui est là, derrière leur écran, et qui peut-être se pose encore des questions sur l'importance de l'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle est en train de bouleverser le monde. Est-ce que, en quelques mots, en quelques phrases, le plus simplement possible, vous pouvez expliquer l'importance de ne pas rater donc, cette innovation? Bien, le monde est en train de changer. Et une des questions que l'on se pose souvent, une des craintes que certaines personnes vont avoir, c'est est-ce que mon métier ne va pas être remplacé par l'intelligence artificielle? Bien sûr. C'est une question légitime, mais en réalité, ce que la question cache, c'est une autre question, c'est est-ce que moi, je ne vais pas être remplacé par quelqu'un qui maîtrise l'intelligence artificielle? Et pour ne pas se faire remplacer demain par quelqu'un de plus compétent, aujourd'hui, il y a un enjeu réel à monter, nous, en compétences, à se saisir de ces outils-là, déjà d'un point de vue personnel. Ça, c'est une première chose et une première raison pour laquelle c'est important. Mais la deuxième raison, c'est que ça nous permet de résoudre des problématiques qu'avant, on n'avait pas les moyens de résoudre. Bien sûr. Aujourd'hui, en fait, les outils technologiques permettent de baisser les coûts et de pouvoir accéder à ces pans auxquels avant, entrepreneurs avec des petits moyens, on n'avait pas accès. Et grâce à l'intelligence artificielle, en fait, aujourd'hui, on peut construire, mettre en place un projet plus facilement, plus rapidement et pouvoir se développer beaucoup plus efficacement. C'est très important ce que vous le dites et c'est la raison pour laquelle vous avez mis en place des outils conçus pour répondre aux besoins spécifiques des entrepreneurs et les aider à gagner en efficacité. Donc vous l'avez très bien présenté. Mais vous l'avez dit, se former. Est-ce qu'on ne va pas être remplacé par quelqu'un qui maîtrise l'intelligence artificielle? C'est pour ça que vous formez des gens donc, à cette science-là, l'intelligence artificielle. Et pour vous, ça c'est très important. Complètement. On a, sur la question de la formation, je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut regarder. Il faut regarder donc l'impact, c'est-à-dire on se forme à quoi? À quel domaine est-ce qu'on va appliquer la technologie? À quel domaine est-ce qu'on va appliquer l'intelligence artificielle? Ce n'est pas la même chose si jamais on l'applique dans le domaine du design, du cinéma, de l'investissement, etc. Nous, en fait, on offre des formations qui sont très ciblées, métiers, rapidement, qui en 1 heure ou alors en 1 journée peuvent déjà nous apprendre à utiliser l'intelligence artificielle dans notre domaine, dans notre métier, pour avoir du résultat tout de suite. Ou alors, on peut aller un peu plus loin et se former dès la base, comprendre les algorithmes qu'il y a derrière, comprendre les mathématiques qu'il y a derrière, pour ne pas seulement être des utilisateurs de ces technologies-là, mais pouvoir nous-mêmes les concevoir et concevoir des versions qui sont adaptées à nos problématiques et à nos situations. Mais pour le coup, un téléspectateur qui n'a jamais touché à l'intelligence artificielle, qui a du mal un petit peu avec les outils numériques, est-ce que ce sont aussi des cibles?
Est-ce que tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle, en tout cas se former à l'intelligence artificielle? Ce sont vraiment des cibles et ce sont elles-mêmes, je pense, peut-être les cibles prioritaires aujourd'hui. C'est très clair. Donc, vous l'avez dit, vous organisez des événements de networking qui sont gratuits, accessibles à tous, parce que vous essayez de vulgariser donc, ces informations-là, notamment l'intelligence artificielle, auprès de tous, auprès aussi de la communauté donc, afrodescendante ici en France. Et ça, c'est très important. Vous réunissez des experts donc, de la scène, donc, enfin, entre des experts de l'intelligence artificielle pour vous leur donner le maximum d'informations, en tout cas au public qui viendra à votre rencontre. Vous avez aussi une newsletter LinkedIn. Et oui, donc vous êtes vraiment un expert de l'intelligence artificielle. Vous démocratisez cette information-là parce que vous savez que si ceux qui vont rater donc, voilà, cette époque, enfin, en tout cas, ce moment de l'intelligence artificielle, eh bien, vont être malheureusement très, très lésés. On est d'accord sur ça? C'est clair, il y a vraiment une opportunité à saisir et on n'est pas les... Il ne faut pas que l'on soit la dernière roue du carrosse, il ne faut pas que l'on rate cette opportunité-là. Ce sont des opportunités qu'il faut saisir et c'est pour ça qu'effectivement, on prévoit un petit peu tout ça. Bravo, bravo, c'est très concret. Ça fait presque peur, entre guillemets, si on n'est pas dedans. Hein, en tout cas, on va tous se mettre dedans, mesdames et messieurs. Grâce à cette émission de Diaspora Africa, vous avez compris qu'il y a des choses à faire et dès maintenant, prenez des bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2025. Il faut absolument maîtriser l'intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup, Abdoulaye Doucouré. Vous allez rester avec moi, nous sommes au terme de cette émission. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Les relations investisseurs assistées par l'intelligence artificielle, écrit par Abdoulaye Doucouré, ici présent. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez plus d'informations, on transmettra à notre cher invité. Alors, on termine avec le proverbe du jour donné par nos téléspectateurs. Vous allez pouvoir commenter. C'est un téléspectateur qui nous vient d'Haïti. Léa nous vient d'Haïti. Les dents et la langue peuvent se battre, mais elles restent ensemble dans la bouche. Donc, un téléspectateur nous envoie cela. Vous en pensez quoi? Ça vous évoque quoi, chère Sabrina? Eh bien, je pense que c'est une référence à l'unité, le fait que... D'ailleurs, même dans un corps, nous avons plusieurs membres, chacun a son rôle, ce n'est pas la peine de se battre, il faut juste que chacun sache pourquoi est-ce qu'il a été créé, quel est son but, quelle est sa mission, et travailler ensemble. Bien sûr, très bien, c'est votre vision, c'est votre interprétation. Oui. On continue avec Lamine. Parfaitement, dans la lancée, l'union c'est un combat. On peut échanger, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des avis différents. Mais l'important, c'est être unis et face à l'objectif initial. N'oublions jamais l'objectif initial, quoi. Exactement, voilà. C'est très important. Merci, c'est très concret. Monsieur Abdoulaye Doucouré. Je suis complètement d'accord. Effectivement, cette idée de complémentarité, quelquefois, pour cette complémentarité, on peut, si jamais on est amené à s'opposer, être tout simplement en train de comparer la meilleure solution pour aller vers l'objectif commun. Donc, je pense que c'est ce que ça m'évoque. Oui. Mais effectivement, je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est très, très important. On va donner la parole à Baba, qui va conclure. Hein. Surtout que ce proverbe, on le trouve dans toutes les langues, pratiquement dans tous les pays. Hein. Bien sûr, exactement. Ça, c'est en sonique. D'accord. En bambara, on dit « Nini nembe kele », mais donc on fait. Donc, vous voyez, en Haïti, et puis en Haïti, il y a une ville qui s'appelle Kai. Ah. Merci pour l'information. Je vais le mettre dans un prochain jeu. Baba? Oui, moi je ferai la référence à une nation ou à un État, c'est-à-dire qu'on a beau ne pas s'entendre, on a beau se battre, mais on restera toujours dans cet État, quoi. Donc ils peuvent se battre dans la bouche, mais quoi qu'il en soit, ils sont destinés à rester ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement. Et donc, si on n'a pas le choix, autant faire en sorte que ça se passe bien. En tout cas, chercher les moyens pour que ça se passe bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. On vous applaudit encore une fois, Abdoulaye Doucouré. Bravo à vous, merci pour les informations précieuses que vous nous avez données. On applaudit bien sûr notre star, Sabrina Onana, notre grande réalisatrice, mesdames et messieurs. Elle est passée par Diaspora Africa, vous allez voir, suivez-nous, suivez-la, surtout Sabrina Onana. Et bien sûr, un grand de la communauté malienne ici en France qui fait le lien, qui fait le pont entre l'Afrique, entre la France et le Mali. Merci beaucoup, Lamine Camara. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Diaspora Africa. On remercie Baba Dem pour ses belles chroniques sur ceux qui font briller l'Afrique, aussi bien ici en Europe, en Occident, mais aussi le continent africain et partout dans le monde.
monde. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission préférée, à savoir Diaspora Africa, l'émission qui fait briller le continent et ceux qui composent le continent d'une manière ou d'une autre. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.